Et si le système de santé n'était plus adapté aux besoins des Suisses, notre invité de ce matin ne craint pas de l'affirmer. Suite aujourd'hui de notre série sur la recherche et les chercheurs en Suisse, qui sont-ils, qui sont-elles ? Il y a quand même des femmes dans ce domaine-là. À l'heure où la Suisse n'a jamais autant investi dans la recherche, nous recevons ce matin un médecin, lauréat 2013 du meilleur travail scientifique de la Société suisse de médecine interne. Vous êtes chef de clinique à la clinique médicale universitaire à Lausanne. C'est vous, Reto Auer. Bonjour. Bonjour. Et vous revenez tout juste de San Francisco. Exactement. Parce que, la recherche est meilleure aux États-Unis ? Dans le milieu de la recherche clinique, ils ont une puissance de frappe énorme étant donné leur taille. Je suis arrivé dans une des 3 meilleures universités du monde et puis dans mon domaine de recherche qui est de l'épidémiologie clinique, c'est-à-dire d'informer le plus possible notre décision médicale avec la science. Ils ont une énorme expérience là-dedans avec des grandes cohortes de patients qu'ils ont suivis pendant des années. Alors, on a beaucoup parlé depuis lundi, dans le cadre de cette série, du financement, de la recherche en Suisse, avec une nouvelle organisation au niveau fédéral. Peut-être que vous pourrez commenter tout à l'heure ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez été financé par la Suisse pour vous rendre aux États-Unis ? Exactement. Je pense que l'intelligence de la Suisse, c'est aussi de voir que les compétences peuvent être ailleurs pour pouvoir les ramener. Donc, j'ai bénéficié d'un fonds national que je remercie pour aller à San Francisco travailler avec les meilleurs chercheurs. Je travaillais avec le statisticien qui a écrit mon livre de statistiques. Ça, c'est pas mal, oui. Et puis, voilà. Mais ça veut dire que la fuite des cerveaux, c'est pas un risque en Suisse. Vous avez dû signer quand même un contrat. Vous me donnez des sous, mais je promets de rentrer ou pas ? La Suisse ne fait pas ce genre de contrat, mais les États-Unis le font. Donc, aux États-Unis, j'ai dû signer comme quoi j'allais rentrer dans les 2 années suivantes. C'est quelque chose qui est interne à leur fonctionnement du pays, sur lequel je peux pas commenter. Mais vous pourriez, si vous le souhaitiez, continuer de faire de la recherche aux États-Unis et ne pas revenir en Suisse, ne pas faire profiter la Suisse de vos recherches. Tout à fait. Et est-ce que c'est un risque ? Est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de chercheurs dans votre domaine, puisque aux États-Unis, votre domaine est à la pointe ? Est-ce que ce risque existe ? Je pense pas que c'est pas un risque que j'observe en tout cas. De mon côté, je suis passionné par la médecine générale et la médecine générale est excellente en Suisse. Et puis j'ai envie de contribuer à l'amélioration de notre système de soins et aussi de la médecine générale en Suisse. C'est la raison pour laquelle je suis rentré. Alors, Reto Auer, jeune chercheur brillant en médecine interne. On a eu depuis lundi, on a eu un chercheur, David Sander-Prilatzis, en psychologie. On a eu Nathalie Chèvre, on a eu une historienne hier. 3 chercheurs et chercheuses extrêmement heureux en Suisse. On a l'impression que tout va bien. Et puis, depuis, j'ai reçu quand même quelques petites réactions de gens qui sont juste dans le corps intermédiaire, c'est-à-dire avant de devenir professeur. C'est un peu votre cas, vous n'êtes pas encore professeur, vous êtes chef de clinique. On a reçu des messages qui nous disent attention, quand on est professeur en Suisse, c'est merveilleux. On a des super budgets, on est pratiquement les mieux payés du monde, des conditions exceptionnelles. Par contre, avant, on rame. C'est vrai ? C'est juste, je suis maintenant dans la course pour essayer d'arriver à ce rang-là. Je ne suis pas sûr que dans ma propre vision de la recherche, j'ai envie d'être ensuite nommé à vie et ensuite que j'ai plus qu'à bénéficier des fruits de ce que j'ai fait comme travail à mon stade. Le modèle des États-Unis réévalue en permanence si la recherche elle est importante. Et étant donné qu'en recherche clinique, on est vraiment à disposition des personnes et puis des questions du moment, c'est très important des fois qu'on ait des refus dans nos demandes de financement et puis qu'on puisse faire une recherche qui soit relevante dans le contexte actuel. Mais c'est une critique qu'on peut adresser au système suisse qui ne fonctionne pas comme la France, par exemple, avec le CNRS. En Suisse, on donne du financement pour des projets et les projets doivent être l'idée dirigée par des personnes confirmées, donc généralement des profs. Est-ce que ce système-là est juste ou il mérite qu'on lui adresse quelques critiques ? J'ai encore peu d'expérience là-dedans, ce qui fait que peut-être qu'il faudrait discuter de ça, justement, monsieur du Prilatzis, vous dites de David Sander, oui. Et David Sander, qui avait plus d'expérience là-dedans. Oui. De mon côté, je pense que ce que j'ai vu aux États-Unis qui était magnifique, c'est que des personnes qui étaient dans mon stade faisaient une demande de financement et ensuite avaient 5 ans de recherche qui étaient payés à 70%, étant donné qu'ils étaient cliniciens et chercheurs, donc ils faisaient 30% de clinique et ensuite pendant 5 ans, ils avaient 70% de recherche qui était payée.
Maintenant, je reviens à la PMU où on me propose de pouvoir aussi bénéficier de temps protégé pour la recherche. La PMU, à la Polyclinique médicale universitaire, pardon. Voilà. Où on me propose aussi, pendant en tout cas 2 ans, de pouvoir bénéficier d'un contexte où je peux développer ma propre recherche tout en continuant à faire de la clinique et de travailler pour la Polyclinique. Donc vous êtes assuré dans de bonnes conditions, disons, de pouvoir travailler pendant 2 ans, c'est juste? Exactement. Reto Hauer, chercheur en médecine interne, vous ramenez des États-Unis non seulement bien de la compétence dans votre domaine, mais aussi des idées. Vous pensez que le système suisse actuel de santé, pourtant qui inspire beaucoup les États-Unis, notamment Paul Obamacare, n'est-ce pas? Mais ce système-là est totalement même à revoir. Dites-nous ce que vous en pensez alors. Je pense que le système de santé est en crise continue. Pour l'instant, on a la déferlante des maladies chroniques. Notre système de soins est excellent pour répondre aux maladies aiguës. Typiquement, si on a une infection urinaire, on va aller chez le médecin et puis on va ressortir avec une prescription d'un antibiotique. Notre système rembourse ça de manière adéquate. Maintenant, si j'ai une personne qui a un problème de tension artérielle, que je vois qu'elle n'a pas tellement compris son médicament ou qu'elle ne va pas revenir en consultation, il n'y a personne qui va me rembourser plus si je l'appelle ou si je fais cette continuité des soins. Et je pense que là, il y a à redéfinir ce qu'on entend de traitement des maladies chroniques, d'investir dans le futur. Quand on fait de la prévention, de toute façon, qu'on appelle un business plan, si on veut utiliser un terme économique, c'est dans 10 à 20 ans. C'est pas dans l'année à venir. Ouais, donc vous mettez le point sur 2 mutations, au fond. Il y a une mutation sur la manière de rembourser, donc ça touche à tout le système de l'assurance, de la LAMAL et de notre conception qui est d'ailleurs un petit peu bouleversée au niveau politique. On va reparler d'une caisse publique et peut-être que je vous poserai tout à l'heure la question. Mais deuxième point dans ce que vous dites, c'est un changement de culture, c'est-à-dire qu'on est plus dans un médecin qui est coach, qui est fidèle finalement à son patient, qui le suit peut-être plus dans le long terme. Ça rompt un petit peu avec une habitude de consommation qu'on observe plus aujourd'hui. Exactement. J'ai suivi aussi un master aux États-Unis, qui est un master en implémentation et dissémination des sciences, où les théories que j'ai apprises, c'est vraiment les théories de changement de comportement. Est-ce qu'on est en fait, de nos jours, que médecins généralistes, on est des experts du changement de comportement. On a, en suivant les principes éthiques de bienfaisance, de non-maléficence, mais aussi de justice, on essaye de répondre à la prévention. Typiquement, à aider un patient à arrêter de fumer. Peut-être qu'il ne va pas le prendre, qu'il ne va pas arrêter maintenant, mais on est en continu. Et peut-être ça va venir plus tard. On attend, on aide le patient à changer de comportement en étant respectueux de ses valeurs. Bon, la médecine préventive, on en comprend la logique et puis on a des moyens toujours plus aiguisés de faire de la prévention. Mais ça pose quand même parfois un problème éthique. On parle beaucoup des tests génétiques. Faut-il faire des tests génétiques pour pouvoir prévoir les maladies des personnes? Vous iriez jusque-là? Vous pensez qu'il n'y a pas de tabou en la matière? Je pense qu'il y a un débat démocratique qui est essentiel à avoir. On n'est pas tout seul comme médecin. Je pense que l'évolution du domaine de la médecine, donc le champ de la médecine s'étend, et de la même, on a besoin de la multidisciplinarité. Il faut qu'on discute avec nos sociologues, les ethnologues, pour qu'ils nous illuminent en fait sur les changements qui sont en cours. Vous revenez des États-Unis, il y a eu cet exemple célèbre, Angelina Jolie. Sa maman avait été décédée d'un cancer du sein, donc elle a fait la recherche génétique pour savoir si elle était à risque. Si une patiente venait vers vous demandez ça, vous l'exigez. Vous pensez que notre assurance maladie, la LAMAL, devrait rembourser ce test ? Je pense qu'il faut qu'on travaille d'arrache-pied pour qu'on puisse offrir le choix aux personnes, le choix qui soit par rapport à leurs valeurs. Donc j'aime beaucoup le développement aussi à la polyclinique du partage de la décision. Nos patients, on ne peut plus maintenant simplement leur dire prenez ce médicament, ne prenez pas. On est en discussion, on est un coach par rapport aux décisions médicales, on est ensemble à conseiller ce que je pense est le plus juste en étant le plus indépendant possible et le patient par rapport à ses valeurs. Ça pose la question des coûts, Reto Hauer, parce que la médecine préventive coûte cher. Les tests génétiques pour toute la population, par exemple, très cher. Il est viable, votre système? L'idée de votre système est viable? Je pense que toutes les démarches de prévention sont pas économiquement viables. Je pense qu'il faut il y a des techniques qui nous permettent d'évaluer ça, des analyses médico-économiques où on va regarder quel est le meilleur investissement en santé. Et là, il faut toujours penser à qu'est-ce que est l'alternative. Si on n'investit pas dans cette santé, qu'est-ce qui va être en retour? Typiquement, si on pense au tabac, on se dit mais de toute façon on doit mourir un jour. Mais si on a cette notion, que je pense qui est importante, de compression de la mortalité, c'est-à-dire qu'on essaie d'arriver tous
d'avoir le plus d'années de vie en bonne santé. Et puis le fait de prévenir une maladie va ralentir la survenue d'une maladie. L'autre maladie va venir, mais ce qu'on espère, c'est qu'elle arrive chez 95 ans, à 95 ans chez tout le monde. Et puis là, tous les systèmes, malheureusement, vont moins bien. Et puis les gens prennent d'autres décisions par rapport à leur santé. Vous revenez presque à ce qu'on dit de la médecine chinoise ancestrale. On disait que dans la Chine ancienne, le médecin qui a du succès, c'est celui qui n'a pas de patient. En fait, le médecin est un coach pour les personnes en bonne santé. S'il a des malades, c'est qu'il est un mauvais médecin. C'est un petit peu cette philosophie-là que vous prônez. Exactement, et on observe ça dans des systèmes qui ont une seule personne qui décide de l'allocation des ressources. Je pense qu'on peut l'avoir si on regarde, si on n'espère pas un retour sur l'investissement dans 1 an, on travaille ensemble. Reto Hauer, vous avez partagé ces visions avec des élites politiques? J'espère pouvoir les partager maintenant que je suis de retour. Et puis des assureurs peut-être, parce que reste quand même cette question des coûts, bien sûr. Quand sur la table des parlementaires, on entend les réflexions autour d'une caisse publique, cette fois, on a eu un échec de la votation sur la caisse unique. Caisse publique, quel est votre sentiment? C'est une bonne chose? C'est une moins bonne chose? Ça va péjorer le système de santé ou pas? En tant que démocrate, j'accepte la décision du peuple. Je crois qu'il a décidé à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas la solution de la caisse unique. De mon côté, je pense qu'il faut vraiment voir comment est-ce qu'on peut activer et travailler avec les assurances pour qu'on travaille pour les 20 ans à venir et pas juste dans l'année à venir. Et je pense qu'il y a sûrement beaucoup de personnes dans les assurances maladies qui sont tout à fait ouverts à ce discours-là et puis à pouvoir réorienter notre système de soins vers la prévention à long terme. Est-ce que vous vous sentez toujours libre comme chercheur en Suisse? C'est une question qu'on a posée tout au long de la semaine, parce que bien sûr, c'est quand même le politique qui vous finance, et puis le politique a un petit peu changé de structure. Nouveau secrétariat depuis 1 an d'État mené par Mauro Dalla-Muggio, on l'a entendu lundi. C'est un secrétariat d'État à la recherche, à l'innovation aussi, et à la formation, qui est sous l'égide du département fédéral de l'économie. Évidemment, ça pose le lien entre économie et recherche, entre politique et recherche. Est-ce que la recherche doit toujours être utile à la politique ou à l'économie? Dans mon domaine qui est la recherche clinique, j'essaie d'être le plus à l'écoute en fait des besoins actuels. Je suis médecin à la fois chercheur, c'est justement pour ne pas être trop déconnecté de la réalité. Donc vous assumez complètement ce lien au fond? Tout à fait. Ma liberté, elle est conditionnée par les problèmes courants. Et c'est pas un problème pour moi de me mettre au service des besoins courants de la société. Si Alain Berset, demain, qui a écouté attentivement cet entretien ce matin, ministre de la Santé en Suisse, vous appelle, dit voilà, moi je peux vous trouver du financement. J'aimerais effectivement changer le système de santé. J'aimerais qu'on puisse prouver que la médecine préventive doit être mieux remboursée, changer notre fonction de voir les choses, notre manière de voir les choses. Vous accepteriez? En ayant les compétences, en travaillant avec des gens qui ont les compétences là-dedans, bien sûr que j'accepterai. C'est essentiel qu'on puisse inscrire nos interventions dans la politique et aussi dans le contexte économique et puis le contexte social dans un débat démocratique. Reto Hauer, jeune chercheur en médecine interne, vous avez reçu un prix d'ailleurs le meilleur travail scientifique en 2013. Vous revenez de San Francisco. 2 ans, vous étiez à San Francisco? 2 ans et demi. 2 ans et demi à San Francisco, belle ville. Magnifique. C'était bien de vivre là-bas. La transition à Lausanne, pas trop difficile? Le temps est formidable là-bas et je pense qu'un des éléments qui me tient à cœur, c'était la possibilité de faire du vélo. On n'a pas cette vision des États-Unis comme ça, on pense que c'est le monde de la bagnole. À San Francisco, je pouvais aller tous les jours à vélo et je pense que si on veut être attentif à la prévention, c'est aussi de changer notre environnement. Au début du siècle, les médecins, les urbanistes, les politiques se sont mis ensemble pour répondre au problème de la tuberculose. On a ouvert les routes, on a essayé de diminuer la hauteur des bâtiments, on a assaini les caniveaux et maintenant en 2013, on a 2014, et oui on y est, le 2 janvier 2014. Les premières causes sont le manque d'activité physique et je pense qu'on doit de nouveau être ensemble avec les urbanistes, avec les ingénieurs, avec les architectes pour pouvoir redéfinir notre environnement. Pluridisciplinarité, c'est ce que vous prônez. Et puis d'ailleurs à Lausanne, il y a aussi des montées comme à San Francisco, donc vous pouvez continuer à
faire du vélo et vous entraîner. Il est 7h50 à l'écoute de la première. Il n'y a pas de presse ce matin, vous connaissez l'habitude. On a nos revues de presse normalement alémaniques et romandes. De janvier, il n'y en a pas. Mais il y a plusieurs questions d'actualité qu'on aimerait vous soumettre ce matin. Vous parliez prévention du tabac. Vous êtes actif aussi dans ce domaine-là. On entendait tout à l'heure dans le journal de Lord Gunville cette information provenant des États-Unis qui ouvre leur premier coffee shop. Alors il y a beaucoup évidemment de débats sur les qualités ou non du cannabis. Ça choque quelqu'un, un jeune médecin comme vous, actif dans la prévention. Ça le choque quand il entend qu'on ouvre des coffee shops? Ça ne me choque pas. Je pense que c'est une décision qui a été démocratique et puis que les gens ont décidé que c'était à eux de décider si la marijuana était dangereuse pour la santé ou non. Il y a énormément de recherches à faire en marijuana. C'est typiquement un exemple où la recherche clinique peut être extrêmement bénéfique. Je suis moi-même en train d'étudier les effets sur le long terme de la marijuana sur la cognition, mais aussi sur l'activité physique. Et puis, je pense que... Parce qu'elle est prescrite parfois, la marijuana. Tout à fait. Je pense comme antidouleur. Exactement. Un des aspects que je trouvais très intéressant qui a été relaté par la presse, et là je parle en termes personnels, je n'ai pas de compétences là-dedans, qui était de regarder les accidents de la route. Et des analyses ont montré que quand on libéralisait le cannabis, il y avait moins d'accidents de la route. Tiens, oui, ça peut être un message un peu contradictoire. Exactement. Comment on l'explique ? Il y a deux questions. Une, c'est de la question, est-ce que les gens consomment après du cannabis et conduisent différemment ? Ils sont moins dangereux que s'ils consomment de l'alcool, et d'autres seraient qu'ils remplacent la consommation d'alcool par la consommation de cannabis, avec des conséquences encore tout à étudier. Donc je pense que ce sera extrêmement intéressant d'étudier si un changement de la législation en Suisse va avoir des effets similaires. Bon, ce qui est difficile dans la prévention aussi, c'est de réussir à la faire sans tomber dans la moralisation ou sans tomber dans une espèce de diktat du comportement des gens qui, dans des pays comme les États-Unis notamment, et bien sûr, un pays comme la Suisse, la liberté des gens, c'est quelque chose à laquelle ils tiennent beaucoup, bien évidemment. Tout à fait. J'aime beaucoup ces développements en économie comportementale où en fait on donne un choix. On peut toujours... On va favoriser un choix qui est positif. C'est-à-dire typiquement pour l'activité physique, de faire que vous avez tout à fait le choix de ne pas aller à pied ou en train au travail, mais le choix maintenant est plus facile. Ce qui fait que la prévention là est cachée. Et j'aime beaucoup ces traditions du siècle passé aussi, de tous ces gens qui ont été dans l'ombre, qui ont travaillé à notre sécurité. Le fait que l'électricité soit sûre, qu'on ait mis en place tout un système de régulation par rapport à la ceinture aussi. On ne se rend plus compte qu'on met la ceinture. Mais je pense qu'on peut la percevoir comme une diminution de la liberté, mais on peut aussi le voir comme quelque chose, un livre magnifique qui s'appelle While We Were Sleeping, pendant que nous étions en train de dormir. J'aime beaucoup ce rôle de la santé publique et puis de la recherche que je fais, de dire, j'essaie de veiller sur vous pendant que vous êtes en train de dormir et que les automatismes qu'on a dans la vie, qu'on n'ait pas à s'en occuper, qu'ils soient spontanément sains. C'est un rôle dans l'ombre, ça vous va ça ? J'aime bien ça. Je suis tellement exposé quand je suis médecin qu'ensuite d'avoir mes quelques jours où je peux être devant mon ordinateur comme un nerd en train de faire mes statistiques, ça me convient très bien. Ça, c'est vraiment le profil typique du chercheur comme on peut se l'imaginer. Restons sur la prévention, si vous le voulez bien, 2 minutes, Reto Hauer. Est-ce que la Suisse investit assez dans la prévention ? Probablement qu'on a de la marge par rapport à si on compare dans les pays de l'OCDE, c'est vrai qu'on investit peu dans la prévention. Les causes sont multiples, mais je pense que maintenant il faut voir de l'avant, puis de voir comment est-ce qu'on peut réorienter le système de soins pour investir plus dans la prévention. 10 fois moins que la Grande-Bretagne, j'ai lu, la Suisse investit, ça m'a étonné. Possiblement, est-ce que c'est parce qu'ils ont intérêt, on voit aussi que la SUVA investit énormément dans la prévention, parce qu'elle sait que dans 20 ans, elle devra encore s'occuper de la personne qui a eu un accident aujourd'hui. Ce qui fait que si on arrive à réorienter le système pour qu'on travaille tous de prévenir ces maladies dans 20 ans, effectivement là on travaillera tous ensemble. On pose de nouveau la question du financement. Qui sont les acteurs principaux qui devraient financer la prévention en Suisse, qui ne le font peut-être pas assez aujourd'hui ? Je pense que la collaboration avec les assurances est essentielle. C'est quand même elles qui vont ouvrir les bourses plus tard. Est-ce qu'il faut mettre une taxe sur les médicaments pour qu'on puisse surveiller la sécurité des médicaments de manière indépendante ? C'est aussi une autre question à étudier. Vous mobilisez les assureurs ce matin. J'espère qu'ils vous écoutent attentivement. On leur demandera de réagir. Peut-être peuvent-ils faire plus en matière de prévention. Prévention dans le milieu du tabac qui vous intéresse.
m'intéresse. Je voulais vous soumettre cette question de la cigarette électronique. On en a pas mal parlé ces dernières semaines. On en a débattu même à cette antenne. Alors, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est sain ou non? On sait qu'il n'y a pas de goudron, etc. par rapport au cancer, mais est-ce que d'inhaler de la vapeur comme ça, quel est votre sentiment sur cette cigarette électronique? Donc, je ne suis pas un expert dans la cigarette électronique. C'est un bon substitut, c'est un bon moyen de prévention? Pour l'instant, les données sont inexistantes. Donc, il y a des données, mais qui sont partielles. Et je pense que c'est essentiel de faire plus de recherches là-dedans. À titre personnel, comme je suis intéressé à ces aspects économiques et puis surtout à l'équité des soins, je pense que définir le prix juste pour rapport à la cigarette électronique, le jour où on aura montré son innocuité, sera essentiel. Voilà, on est en pleine régulation au niveau européen là-dessus et la Suisse va se prononcer aussi. Qu'en est-il aux États-Unis? Aux États-Unis, j'ai été étonné à San Francisco, il y a une déferlante. J'ai vu énormément de cigarettes électroniques. Il faut savoir que la Californie a réussi à avoir 12% de la population qui est fumeuse, contre 27% en Suisse. Et puis, j'ai vu dans la rue des personnes qui avaient l'air sans domicile fixe, avoir des cigarettes électroniques. En discutant avec eux, ils me disaient qu'ils avaient reçu cette cigarette électronique et qu'elle coûtait 1 franc par jour par rapport à leur consommation. Ils l'avaient reçu de qui? Des institutions? Ils avaient reçu d'un ami. Ils avaient reçu quelqu'un qui voulait les aider. Il faut savoir que les personnes sans domicile fixe aux États-Unis sont insérées dans la société, malheureusement. Heureusement, sont insérées dans la société, mais voilà, c'est complexe. Malheureusement, dans le sens où ça s'est banalisé, donc tout le monde a l'habitude de s'occuper d'eux, au fond. C'est voilà, ça mais pour cette personne, c'était moins cher d'utiliser la cigarette électronique que de fumer. Et je pense que là, il y a un argument qui est qui a étudié attentivement quand on met en place le système de régulation. Aux antipodes de là où vous êtes, finalement, dans la recherche préventive, prévenir la maladie, il y a tout un pan de la recherche qui coûte très très cher et qui est souvent débattu en Suisse. C'est la prolongation de la fin de vie, c'est l'acharnement thérapeutique qui coûte très très cher, mais là encore, des questions éthiques se posent. On a Ariel Sharon qui est dans l'actualité en ce moment, 8 ans dans le coma artificiel. Quelle est votre vision? Vous avez l'impression que inéluctablement, on va devoir changer de manière de voir la médecine, d'arrêter ces acharnements thérapeutiques ou pas encore? On n'est pas prêt à ça? La discussion avec les patients et les familles et puis les médecins est essentielle. Et puis là, il faut qu'on puisse se permettre que les personnes puissent encore prendre ce choix. De ce que j'ai observé dans ma pratique comme chef de clinique aussi à Vevey, aussi aux soins intensifs, les gens prennent des décisions qui sont que j'ai trouvé tout le temps raisonnables. Donc à la fois, comme je disais, l'importance de la prévention et puis de prolonger les années de vie en bonne santé. Quelqu'un de 40 ans ne va pas prendre les mêmes décisions ensemble avec la famille et la personne par rapport à une personne âgée qui a des multiples morbidités. Libre choix. Hein. Vous revenez des États-Unis. On entend aussi dans votre bouche, dans votre discours, un petit peu de cette philosophie très américaine. Libre choix. Ça leur a d'ailleurs posé pas mal de problèmes aux Américains d'accepter l'Obamacare. Un mot, comment vous avez vécu? Vous étiez en plein dedans à San Francisco, en tant que médecin, chercheur. Comment vous avez vécu aux États-Unis l'installation de l'Obamacare qui rentre en vigueur à présent? Le jour de la votation, j'en ai pleuré. Pleurer carrément. Oui, c'était tellement important. Vous étiez heureux que ça passe. Il faut savoir que les banqueroutes personnelles, la première cause, c'est pour les questions de santé aux États-Unis. Donc des jeunes qui sont dans mon état ne peuvent pas se lancer à leur compte, étant donné que si jamais ils tombent malades, ils vont devoir payer des centaines de milliers de francs. Et souvent, c'est leurs familles qui vont devoir rentrer en course. Et des fois, les familles abandonnent leurs enfants parce qu'ils ne peuvent juste pas prendre en compte les soins. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais comment expliquer que certains Américains ne comprennent pas ça? Il faut voir qui sont ces Américains. J'en ai pas. En Californie, les gens étaient complètement convaincus que c'était une bonne solution. Donc, je ne sais pas si c'est politique ou si c'est vraiment quelque chose que les personnes veulent. J'aime beaucoup cette vision du paternalisme libertaire qu'ils ont là-bas et de dire, au début, il y a beaucoup de résistance quand on met quelque chose en place et ensuite, nous, on n'imaginerait pas revenir à un système comme on avait avant où l'assurance maladie n'était pas obligatoire.